Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ces vidéos afin d'être informé des prochaines sorties. Aujourd'hui, on va parler d'un film assez compliqué pour ma part à aborder, à la fois dans son histoire ainsi que dans le contexte dans lequel il sort, puisque on va parler de Vice Versa 2, réalisé par Kerry Seaman, et qui est donc la suite de Vice Versa, sorti en 2015. Et du coup, après 9 ans d'attente, on a enfin une suite à ce film dans un contexte relativement compliqué, puisque d'une part Pixar et d'autre part Disney, dans les deux cas c'est très compliqué en ce moment. Ils sont en train de ruiner Star Wars depuis des années, le MCU ça pue trop la cote et c'est un peu en berne. Ils s'obstinent dans les live action foireux au point que le directeur même de Pixar a été obligé de confirmer que eux n'allaient pas faire de live action de leur film d'animation pour des raisons assez évidentes, tellement Disney a pris l'habitude d'abuser en sortant tout le temps et de qualité relativement médiocre ou au moins complètement inutile. Et pour couronner le tout, Disney s'amuse depuis quelques temps à torpiller Pixar qui était pourtant une poule aux œufs d'or avant le Covid, en faisant sauter tous leurs projets les uns à la suite des autres, à la dernière minute pour certains. Par exemple, je me souviens avoir vu des bandes annonces de Alerte Rouge au cinéma, prévoyant donc une sortie au cinéma, avant que le film soit en dernière minute relégué à la plateforme streaming de Disney, donc Disney+. Pareil pour En Avant qui s'est pris le coup du Covid et donc a été relégué à Disney+, également. Alors que le film était très bien, pour le coup j'ai rattrapé, j'ai vraiment apprécié. Soul, pareil, ça atterrit sur Disney+. Donc en fait ça date depuis un petit moment qu'on n'a pas eu un Pixar au cinéma. Il y a eu Élémentaire sorti l'année dernière et qui effectivement était relativement anecdotique. Pour en revenir à Vice Versa, donc c'est un de mes Pixar préférés personnellement avec Lao et Wall-E. Je pense la même pour beaucoup de gens en fait. Pour moi c'est même le dernier chef-d'œuvre qu'ils ont pondu. Après ils ont fait certains très bons films, comme Soul qui était très bon. Buzz l'éclair je l'avais trouvé très mauvais pour le coup. Lucas, c'était sympa, mais c'était pas non plus incroyable. Et Élémentaire, c'est pareil, c'était une histoire sympathique, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre. Pareil pour Alerte Rouge d'ailleurs. Donc on n'a pas eu un Pixar incroyable depuis longtemps. Et la question était légitime de se poser, est-ce qu'ils avaient encore la méthode pour faire des très bons films? Parce que ça commence à dater un petit peu, et avec la gestion calamiteuse de Disney, on peut se poser la question. Et donc, passons à cette suite de Vice Versa. Vice Versa 2, donc, commence 2 ans, si je me trompe pas, après le premier. Donc on suit toujours la même jeune fille qui est à présent adolescente, qui va donc entrer dans la puberté et qui avec la puberté va voir arriver dans le quartier général de ses émotions des nouvelles émotions qui pour certaines vont prendre le pas sur l'esprit de Riley donc, puisque comme dans le premier, on va suivre l'histoire dans la tête de l'héroïne, mais également l'histoire à l'extérieur. Et donc on va avoir une mise en abîme avec ce qui se passe dans le vrai monde entre guillemets et la personnification de l'esprit de l'héroïne. Comme vous pouvez vous en douter, ça va être d'une part assez compliqué d'en dire beaucoup plus sans spoiler, mais surtout ça va être très compliqué de parler de ce film parce que le premier avait un truc pour lui que le second n'a pas et n'aura jamais, ne peut pas avoir, c'est l'effet de surprise. C'est-à-dire que lorsque Pixar nous ont annoncé qu'ils allaient faire un film qui allait se passer dans la tête d'une jeune fille, tout le monde s'est demandé ce qu'ils allaient bien pouvoir faire. Parce que c'était pas évident du tout de se dire comment est-ce qu'on allait personnaliser les émotions, comment est-ce qu'on allait personnaliser le fonctionnement d'un cerveau. Quand bien même ce sera un cerveau d'enfant, il fallait quand même se familiariser avec des concepts qui sont pas forcément familiers pour le grand public. Et il fallait en plus respecter la science qui est derrière. C'est-à-dire respecter ce qu'on sait en termes de neurosciences, etc. Donc il y avait pas mal de choses à allier et ça donnait quelque chose d'assez compliqué à aborder. Au premier abord, personne ne savait ce qu'ils allaient faire. Ça a été la grosse surprise de Vice Versa, premier du nom, c'est qu'ils ont réussi à insuffler quelque chose qui rendait le film à la fois compréhensible pour les adultes et pour les enfants. Et ce quelque chose, c'était le gros effet de surprise dans le fait de montrer et la manière dont ils le montraient. Là, forcément, on le montre un peu de la même manière. Donc on a plus cet effet de surprise. Mais pour autant, je pense pas que cet effet de surprise ait un rôle à jouer dans la qualité du film en fait. Parce que typiquement, il suffit de revoir Vice Versa une seconde fois et on n'a plus du tout cet effet de surprise. On sait déjà où on est, etc. Et pourtant, le film en demeure toujours exceptionnel. Le premier film était exceptionnel. Le second d'ailleurs, autant le dire tout de suite, je l'ai trouvé également très bon. Je vais devoir le digérer un peu plus pour savoir si je l'ai autant aimé que le premier. J'en sais rien. Mais il est très bon, voilà, autant le dire. Et le deuxième point qui rend le film extrêmement compliqué à aborder, c'est que le premier
vu que c'était une gamine, on pouvait prendre un sujet extrêmement compliqué pour un enfant. Parce que de toute façon, le point de vue d'un enfant fait que les différents événements qui peuvent se produire dans leur vie peuvent avoir un impact beaucoup plus intense que s'il se produit la même chose chez un adulte. Donc ça permettait de prendre quelque chose de bankable, de montrable à peu près n'importe qui, et d'en faire un événement extrêmement dur, et donc de faire un film extrêmement émotionnel. Donc c'était quand même assez hard, mais on restait dans un sujet de fond qui était relativement abordable. Là, on est face à une ado, donc quelqu'un qui a un rapport aux événements qui est quand même beaucoup plus adulte, ou qui en tout cas apprend à assimiler les événements de sa vie de manière plus complexe, et donc de manière plus adulte. Donc quelque chose entre guillemets de grave et d'émotionnellement ultra impactant à partir de cet âge-là, ça devient vite pas du tout montrable dans un film d'animation. Surtout un film d'animation qui, comme dans la grande tradition des Pixar, est un film qui est également adressé aux enfants, ou en tout cas ici aux pré-ados. Il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder comme ça. Typiquement, ils auraient très bien pu prendre le pas, je sais pas, du harcèlement scolaire. Tu ne montres pas ça à des gosses, en fait. Parce que là, c'est plus de fugue qu'on aurait parlé, ça aurait été carrément de suicide. Et au passage, ça aurait vrillé vraiment au pathos parce que cette gamine aurait vraiment une vie de merde. Donc, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Et cette fois, pour le coup, ça va être un sujet qui va être beaucoup plus profond, entre guillemets, que dans le premier film, malgré tout, parce que le sujet principal du film, ça va être l'obsession malsaine. Le dérèglement émotionnel de l'adolescence, qui fait que, justement, on a tout un tas de complexités émotionnelles qui arrivent et qui vient, en fait, chambouler le fonctionnement, on va dire, enfantin du cerveau, et qui donc fait que la personne entrant dans l'adolescence doit apprendre à gérer cette complexité émotionnelle qui vient perturber le fonctionnement, on va dire, banal jusqu'ici du cerveau. Avant qu'effectivement, on finisse par gérer plus ou moins justement cet afflux émotionnel et qu'on apprenne à vivre avec des émotions plus complexes sans pour autant que ça entrave notre existence quotidienne. Et c'est exactement de ça que va traiter Vice Versa 2. Par le biais justement de l'obsession, il y a un moment où la passion va vriller à l'obsession et où la passion, en fait, va finir par prendre le pas sur, par exemple, les relations sociales, etc. Et tout le dilemme qu'il va y avoir à la pression sociale qui veut qu'on ait du succès dans la vie, etc. Et ce qu'on est prêt à faire pour arriver à ses fins dans la vie. Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner? Est-ce qu'on est prêt à laisser les gens derrière nous? Est-ce que c'est une bonne chose de le faire? Est-ce que c'est une mauvaise chose de le faire? Est-ce que nous, on a vraiment intérêt à le faire? Et est-ce que ce qu'on poursuit est si important que ça? Et là-dedans, on va retrouver un peu le sujet qui était déjà évoqué dans Soul, où le message du film était un petit peu arrêtez de poursuivre des chimères qui, au final, ne vous correspondent pas. Une gloire qui, par exemple, ne vous correspond pas, alors que vous pouvez être heureux dans ce que vous faites et que vous pouvez être heureux avec des gloires beaucoup moins importantes que celles que vous vendent les pressions sociales, les médias, etc. Donc c'est un sujet qui est assez intéressant à traiter et là qui va être traité de manière complètement différente. Et là où c'est d'autant plus pertinent, c'est que ça va être traité notamment, et je pense que ça va être le seul spoil que je vais être obligé de faire parce que sinon je ne peux pas parler du film, ça va être fait à travers le prisme de l'anxiété. Donc la peur, entre autres, d'échouer par tous les moyens possibles et imaginables. Donc le fait de vouloir prévoir à tout prix tout ce qui pourrait mal se passer, et ça de manière obsessionnelle. Et ce qui va amener donc à prendre des décisions extrêmement mauvaises. Côté créativité, on retrouve les lieux connus qu'on avait vus dans le premier film, donc les îles comme centre d'intérêt qui sont assez secondaires ici. On va avoir également de nouvelles choses, genre la fosse des souvenirs oubliés, je sais plus comment ça s'appelle dans le film. On va avoir aussi une espèce de banque de secrets, où il y a en fait des secrets gardés derrière des coffres, etc. On va avoir aussi un élément qui va être lié au sarcasme, qui est assez drôle. D'ailleurs, j'ai appris que l'émotion liée au sarcasme, qui a un accent français incroyable dans le film, même en VO, c'est tout à fait normal étant donné que la doubleuse n'est autre que Adèle Exarchopoulos, qui est aussi la doubleuse en français du coup. Ils ont juste décidé de faire une private joke avec ça. Donc c'est plutôt marrant. Les nouvelles émotions qui sont abordées, elles fonctionnent extrêmement bien également. Le seul problème que j'aurais, c'est que ça crée un petit peu du retcon par rapport au premier, parce que du coup on les voyait jamais dans le premier. Ils essayent d'intégrer un peu le truc, mais ça se voit que c'était pas prévu dans le premier et qu'on le voyait pas dans le premier. Mais vu ce que ça permet de raconter, personnellement je rentre totalement dedans et je suis prêt à construire ma propre raison à côté pour donner sa cohérence au film de pourquoi on voyait pas ces émotions là dans le premier. Voilà en gros. Ce qui va se passer au cours du film, c'est que le thème de l'obsession va prendre un tel pas qu'à un moment donné, en fait, ça va amener à prendre tout un tas de décisions extrêmement négatives, même si elles sont positives sur un court terme. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement bien montré dans ce film, c'est
comment l'anxiété peut prendre le pas de manière progressive et en même temps assez rapidement sur la vie d'une personne. Lorsqu'on se laisse bouffer par l'anxiété, en fait, il y a un truc qui se produit, c'est qu'en fait, on se met à voir le monde uniquement à travers ce prisme-là. À travers le prisme de tout ce qui pourrait mal se passer dans notre vie et qu'en fait on ne se rend même plus compte de ce qui se passe bien ou juste des possibilités qui sont juste tellement farfelues qu'en fait faut mieux pas y penser. Et en fait je trouve que c'est extrêmement bien montré. Et pour le coup, ils ont vraiment réussi à faire un truc qui soit extrêmement juste à ce niveau-là, tout en étant en même temps, et ça je vais avoir du mal à me l'enlever, un discours relativement méta sur la situation qu'ils ont avec Disney en fait, qui s'entête sans cesse à faire toujours la même chose depuis quelques années, qui ne marche pas, qui essaye de faire rentrer des trucs au forceps de la pire des manières possibles, qui s'entête là-dedans sans se remettre en question, prendre le temps de se poser, etc. Et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de couler leur truc, qu'ils sont en train de sombrer, ils ne s'en rendent même pas compte. Et il y a un peu ce parallèle avec ça. À force d'être obsessionnel sur un truc, on finit par sombrer sans s'en rendre compte. Je trouve que le film est en parallèle une espèce de message un peu adressé à Disney en mode arrêtez d'être des gosses et de vous entêter dans des trucs qui n'ont pas de sens. Et au final, oui, il y aura un peu un message de arrêtez-vous, prenez le temps de regarder autour de vous parce que vous avez tout détruit en fait. Vous êtes en train de tout détruire. C'est exactement ça. L'idée que l'obsession malsaine conduit à la destruction de ce qu'on souhaite préserver lorsque justement on rentre dans cet état-là. Et c'est extrêmement bien vu, je trouve. Pour les points négatifs du film, j'en ai pas vraiment, puisque j'ai adoré le film. À part que j'aurais voulu en voir plus, en fait. Le film est relativement court, il dure 1h30, générique compris, et j'aurais aimé en voir plus. Je suis sûr que le film aurait duré une demi-heure de plus. J'aurais adoré, en fait. Parce que il a l'art de plonger dans un univers qui a l'air complètement infini, alors que on reste dans le cerveau de quelqu'un. Et je trouve ça génial, cette espèce de vertige qu'on peut avoir en regardant ça, en se disant, mais en fait, c'est à la fois juste sur l'esprit humain, et en même temps, on se rend compte que les possibilités sont infinies. Un peu comme pour nous dire qu'au final, nos possibilités en tant qu'être humain, en termes de réflexion, d'imagination, etc., sont également infinies, du coup. Je trouve ça absolument passionnant. Après, j'ai conscience qu'on flirte avec le bout de ce qu'on peut voir, pour diverses raisons, les sujets qu'on peut aborder, le fait qu'on connaisse de mieux en mieux, au final, l'univers qu'on découvre à chaque film, et ça pourrait même être compliqué s'ils en faisaient un troisième, pour faire un truc qui soit à la fois enfant compatible, un truc qui soit prenant et surprenant aussi. Ça a l'air d'être quand même dans l'esprit de Pixar de rester grand public, donc à mon avis un troisième ça va être extrêmement compliqué. Ne serait-ce que là, sans être aseptisé, on sent qu'ils auraient pu aller plus loin sur certains aspects, certaines conséquences, etc. et qu'ils se sont un peu retenus. Pour le coup, c'est pas une retenue en mode censure de Disney, je ne pense vraiment pas. C'est vraiment une retenue en mode, on peut pas montrer ça à des gosses. Ou plutôt, on maîtrise pas ce que les gosses vont en penser, en fait, à partir de là. Et on pourrait faire presque plus de mal que de bien. Donc je pense que c'est vraiment une retenue saine qu'ils ont fait, de par la limite qu'ils ont de vouloir faire du grand public. Parce que ça reste Pixar, parce que ça reste plusieurs millions d'investis là-dedans, et que oui, il faut le rentabiliser. Et ça marche très bien, parce que c'est un des plus gros succès de 2024, pour l'instant. Et c'est pas du tout volé, parce qu'on reste sur quelque chose de très compréhensible, de très accessible, malgré un sujet qui soit extrêmement profond. Et je pense que je vais avoir besoin de temps moi-même pour processer certaines choses, parce qu'on est plus dans l'introspection que dans l'impact émotionnel direct par rapport au premier, comme je l'expliquais avant. On a grandi, en fait. Et comme le dit très justement le film, on aura peut-être moins de joie qu'avant, mais on aura des émotions plus variées et plus intéressantes. Des expériences qui soient beaucoup plus instructives, enrichissantes. Donc ce film est peut-être moins divertissant, mais il est beaucoup plus enrichissant, je trouve, que le premier. Parce que le premier, en fait, on restait quand même dans une espèce de poésie enfantine, alors que là, on s'intéresse vraiment à quelque chose que tout humain dans sa vie peut ressentir, à quelque chose qui soit beaucoup plus profond et beaucoup plus personnel dans la manière dont on va l'interpréter. Continuez à faire des films comme ça, Pixar, si c'est ce que vous aimez faire. Moi, je suis prêt à accepter un peu d'aseptisation sur certaines choses, parce que vous voulez faire du grand public, et que ce grand public soit très bien fait, et que j'en redemande. Pour conclure, comme d'ordinaire, de recommandations, et vu qu'on parle de visualiser l'esprit humain, on va parler premièrement d'un film de niche, qui mériterait probablement plus d'attention, à savoir The Cell, d'un certain Tarsem Singh, sorti donc en 2000. Ici, on va explorer le mental d'un tueur en série pour tenter de savoir où se cache sa future victime qui est actuellement séquestrée et du coup dont personne ne sait où elle est.
Et ça va être le prétexte, et c'est là que le film va être extrêmement intéressant, ça va être le prétexte pour des plans tous plus inventifs visuellement les uns que les autres. On va en fait plonger plus que dans la psyché vraiment terre à terre du personnage, on va plonger dans une espèce de monde artistique, une représentation artistique de l'esprit en fait, hyper intéressante visuellement. On va vraiment avoir mais de tout dans ce film, des trucs complètement surréalistes, des trucs purement esthétiques, on a vraiment de tout. Il y a divers extraits d'ailleurs qui ont été repris dans beaucoup de clips amateurs, de musique underground, etc. Parce que visuellement, c'est impactant de fou. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai découvert. Et le film a vraiment son propre univers visuel et franchement, il vaut le coup. L'histoire, c'est un petit peu un prétexte, on va pas se mentir. Mais honnêtement, juste pour voir des belles images, en fait, le film, il vaut le coup. Parce que vraiment, il a l'art de créer un moment hors du temps. Où on va juste pendant, je sais plus combien de temps dure le film, juste plonger dans cet univers visuel hyper particulier. Le second film que je vais recommander est pour le coup beaucoup plus terre à terre, puisqu'il est question de quelqu'un qui va être littéralement enfermé dans son corps, à savoir Le Scaphandre et le Papillon. C'est un film qui est quand même relativement connu, il me semble, mais qui a un peu perdu de sa reconnaissance, je trouve, parce que c'est pas un film qui est très tout public et qui est très good vibe, on va dire, on va suivre donc quelqu'un qui à la suite d'un accident se retrouve à ne plus pouvoir bouger autre chose qu'un œil, donc ses membres, etc., c'est mort. Il est donc piégé donc dans son esprit avec ses émotions, avec ses pensées, etc., puisqu'il n'a pratiquement plus de moyens de les exprimer. Et là où les précédents films que j'ai mentionnés exploraient l'intérieur de l'esprit, ici ça va plutôt être le lien entre l'esprit et le monde réel qui va être exploré, à savoir comment, lorsqu'on n'a plus de moyens de s'exprimer, on essaye de trouver quand même un moyen de s'exprimer. Juste le fait de montrer au monde qu'on est vivant. Parce que quand on n'a plus qu'un œil, qu'on peut plus rien bouger d'autre, c'est pas forcément évident. Et c'est un film, je trouve, qui est très intéressant sur ce qu'il montre là-dessus, en fait. Sur la manière dont on peut essayer de se reconstruire, parce que bon, c'est jamais aussi parfait qu'avant, on peut essayer de se reconstruire malgré son handicap ultra violent. Voilà. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous invite à partager celle-ci autour de vous afin de faire grandir la chaîne, ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. À une prochaine fois, salut!